Ça faisait combien d'années qu'on attendait le retour de Sam Raimi dans le genre de l'horreur? Enfin, bordel! Send Help. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Send Help est l'histoire d'une employée et de son patron qui vont se retrouver sur une île déserte après un crash d'avion. La relation, déjà conflictuelle à la base, va énormément évoluer et sûrement pour le pire. Send Help sort en salle française demain, mais c'est déjà un succès à l'international car il est sorti aux États-Unis bien avant. Il a déjà rapporté plus de 50 millions au box-office pour un budget de 40 millions, donc ça se passe bien. Et je pense que le bouche à oreille sera vraiment très bon, car c'est Sam Raimi qui est de retour à la réalisation. C'est Monsieur Evil Dead évidemment, Monsieur Spider-Man et plein d'autres films que j'aime bien, comme Darkman. Doctor Strange 2 était sympa aussi, Drag Me to Hell, mais ça faisait un moment que le mec n'avait pas fait un film d'horreur, justement, à la Drag Me to Hell depuis 2009, si je dis pas de bêtises. Alors oui, il a produit beaucoup d'œuvres horrifiques, les Evil Dead, par exemple, mais lui, en tant que réalisateur, en genre horreur, ça faisait un bail, et il nous manquait, parce que c'est un genre qui maîtrise, le mec est trop fort, et la bande-annonce te donnait un petit peu envie. Tu te dis, ok, c'est une sorte de mélange de Triangle of Sadness, de Seul au monde et de Misery, ça peut être vraiment bien, mais est-ce que ça l'est? Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, c'est BorgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, c'est un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description le code épinglé un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays, Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie, vous allez avoir la VESTFR et même la VEF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez déjà Prise au piège ou A Big Bold Beautiful Journey. Sur Disney+, dès cette semaine, vous allez avoir Predator Badlands, qui est vraiment très cool, Tron Ares et Les 4 Fantastiques. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO Max, et même si vous avez un abonnement via Canal, connectez-vous à Max avec votre compte Canal, ça fonctionne. Vous allez avoir Smashing Machine, une bêta après l'autre, et il faut savoir que CyberGhost propose des serveurs dédiés pour optimiser chaque plateforme de streaming. Pour les gros consommateurs de YouTube, il faut avoir YouTube Premium d'après moi, c'est un super service et vous l'avez pour moins cher avec un VPN en Union Européenne parce que c'est plus simple. Roumanie, Bulgarie, il y a encore plein de tutos qui vous disent comment faire et ça fonctionne. De même pour d'autres abonnements comme Letterboxd Patron qui sera moins cher. Vous le savez, mais certains sites internet vous demandent aujourd'hui de mettre votre carte d'identité pour y accéder et personne n'a envie de faire ça. Donc si vous voulez continuer à vous margot le Roby en paix, utilisez un VPN. Et en plus de ça, vous êtes cinéphile, donc parfois vous regardez des films d'une manière très précise et vous avez envie d'être en sécurité. Avec un VPN, vous le serez. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Vraiment tout le monde peut le faire en quelques clics. Vous pouvez essayer par vous-même quand vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, le code épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. La force du film Send Help est notre personnage principal qui est la petite collègue un peu gênante mais extrêmement efficace au travail qui se retrouve sur cette île déserte avec son nouveau patron qu'elle déteste mais qui lui la méprise complètement aussi au quotidien. La particularité, c'est que elle est méga fan d'un équivalent de Koh-Lanta qui s'appelle Survivor, qui est une vraie émission qui existe. Elle a déjà auditionné pour l'émission et elle rêve d'aventure et de survie. Ces deux-là se retrouvent donc ensemble dans une relation conflictuelle sur l'île. Le mec est blessé, mais reste son patron. Sauf que elle est en forme et déteste son patron. Donc la question que pose le film, c'est comment est-ce qu'ils vont s'entendre tout le long? Ça devient une sorte de combat moral entre les deux. Doivent-ils se faire confiance? Va-t-elle se venger? Va-t-elle le respecter? Va-t-il la respecter elle qui fait tout? Car lui est blessé et ne peut rien faire. Tout repose sur ça. Il n'y a pas d'ennemis, de monstres, d'animaux, de météo dangereuses. Vraiment, tout est basé sur la relation entre les deux. Il n'y a pas de fantaisie. Même s'il y a des trucs un peu sur le rêve, ça reste assez terre à terre. En soi, c'est un huis clos sur une île abandonnée. Et je peux pas vraiment parler de ces personnages-là, car les meilleures choses concernant leur relation seraient du spoil, donc je garde ça pour après, mais c'est évidemment le cœur du film et aussi la meilleure chose du film, la relation qui se développe, les surprises, les choix qu'ils font, ce que tu ressens par rapport à eux moralement, leur évolution, c'est vraiment du caviar de ce point de vue-là. Et ça devient vraiment complexe. Je trouve qu'il y a beaucoup d'analyses possibles par rapport à cette relation. Je trouve qu'il y a des degrés de lecture qui vont ressortir de l'œuvre et qui vont être intéressants. Et tout le monde aura un avis différent sur ce qui se passe vraiment dans le film, sur les thématiques à analyser. Et je trouve que ça réussit à être aussi émouvant,
satisfaisant et en même temps surprenant tout le long. Et c'est ça qui est bien, c'est que oui, ça reste quand même quelque chose de très humain avec ce que Sam Raimi aime montrer d'habitude. Et pour les thématiques, je vais évoquer celles que je peux sans spoiler, mais la chose évidente, c'est la critique du capitalisme avec ces bureaux-là, cette structure des employés, du patron qui détruit littéralement les humains, que ce soit les patrons déshumanisés à cause justement du capital et ce fils à papa qui n'a jamais vraiment travaillé, qui se retrouve face à des employés qui, eux, sont considérés comme du bétail. Il y a d'un côté un patron qui est complètement inhumain à cause du système et qui va déshumaniser ses employés. Et eux ne vont rêver que d'échappatoire, d'un monde plus simple, un peu à l'ancienne, vous savez, le lien avec la nature, l'homme un peu nomade, ce genre de choses. Et il y a ensuite l'aspect qui est plus méta par rapport à la création artistique. Elle va tout faire sur l'île. C'est vraiment l'auteur, car le patron est blessé, il va juste donner des ordres constamment. Donc il y a ce côté critique des producteurs qui abusent et les auteurs qui font tout, comme évidemment, vous savez, le côté capitaliste, l'employeur qui donne des ordres et l'employé qui crée de la richesse. Il y a tout cet aspect à la corruption de la richesse que je vais surtout évoquer en spoiler. Est-ce qu'on peut rester humain en étant en position de pouvoir? Est-ce qu'on va pas laisser notre morale se corrompre pour dominer, pour se venger? Il y a ce lien par rapport justement au système qui est mis en place dans les bureaux et le système qui est mis en place sur l'île. Donc c'est ça qui est hyper intéressant, c'est l'impact que a le pouvoir sur le fait d'être un humain avant tout. Et c'est ça aussi les dynamiques et la force, c'est que ça va s'inverser. D'un côté, le patron devient le blessé et c'est elle qui va devenir un petit peu la patronne. Mais est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est moralement ok de le faire? Qui décide de ce qui est bien ou pas sur une île déserte quand il y a uniquement deux personnes, dont une personne qui est incapable de se défendre? Il y a plein de choses par rapport à ça et c'est une critique de la structure évidemment capitaliste. Donc c'est assez fascinant de ce point de vue-là. Il y a beaucoup de choses que je vais évoquer aussi en spoiler, mais la réalisation pour moi, elle va aussi fortement dans cette direction. Il y a énormément de symbolisme par rapport aux éléments du capitalisme. Par exemple, il y a un mec dans le crash d'avion qui se fait tuer par sa cravate. La cravate, c'est quand même un symbole de l'entreprise aussi, quoi. Donc il y a beaucoup d'éléments comme ça où Sam Raimi va utiliser le monde corporatiste et l'opposer à la vie sur l'île. Et ce qu'il arrive à faire est vraiment bien, car il arrive à montrer ce contraste entre une île sauvage, potentiellement dangereuse, mortellement, évidemment, et son côté apaisant, relaxant, beau et très humain. Face à l'ancienne vie du bureau, laide, qui est déshumanisante avec ses couleurs très blanches et tout, techniquement faite pour l'homme, genre on a construit des bureaux pour y travailler, pour être à l'aise, et de l'autre côté on a cette île qui est censée être dangereuse pour nous, on peut même pas survivre ici, qui est fatalement plus belle, plus accueillante, plus jolie. Et justement, c'est ça qu'il arrive à bien contraster, c'est à quel point le bureau est détestable et à quel point l'île est accueillante alors qu'elle est censée être tragique, un petit peu censée être un drame. Mais c'est pas vu comme un drame, c'est vu comme une sorte d'échappatoire. Il y a des grands plans drone pour montrer l'île, tu te repères parfaitement dans la géographie qui sera très importante pour le film sans vraiment spoiler ce qui se passe. Il y a beaucoup de plans sur les environnements en général car tu sais où tu dois être tout le temps. Car c'est important, je veux dire, c'est une île à explorer et il y a des choses à découvrir sur l'île aussi. Encore une fois, on en parlera après. Il y a des plans sur la boue, sur l'eau, le sable, on est dedans, on le ressent, c'est palpable. Les événements du film se passent en Thaïlande, c'est tourné aussi majoritairement en Thaïlande, donc ils utilisent vraiment beaucoup, plein de choses par rapport à ça. L'environnement qui est progressivement maîtrisé par les humains, du coup il devient plus accueillant aussi, et inversement, lorsqu'il y a des drames, il y a des problèmes psychologiques, l'environnement en réagit aussi. Il y a beaucoup de fusils de Chekhov, chaque élément que tu vois revient constamment grâce au montage de une, mais aussi de manière satisfaisante, vu qu'ils vont beaucoup construire des abris, des armes, ils vont faire de la cuisine. Il y a beaucoup de petits plans rapides sur des éléments naturels que l'humain se réapproprie et c'est vraiment, le terme encore une fois, satisfaisant. Ça parle de ça. En fait, c'est l'humain qui est en phase avec la nature, qui redécouvre les fruits, t'as l'impression sont OGM, qui redécouvre le poisson et la satisfaction de chasser lui-même. Il y a un côté qui est vraiment bien par rapport à ces gens-là qui aiment ce qu'ils font, qui vivent de leur travail directement, parce que c'est une critique un peu du capitalisme, c'est qu'en fait on est complètement déconnecté de notre travail aussi, genre il y a un lien qui est tellement loin entre je sais pas, le fait de manger et le fait de travailler dans un bureau par exemple. Là le lien il est rompu, c'est quelqu'un qui va cueillir des fruits, qui va chasser, c'est un besoin vital, on mange et puis basta. Donc c'est aussi une critique de ça que je trouve assez intéressante et qui marche bien et qui est cool pour les personnages parce qu'ils aiment bien. En fait, c'est un truc qui est satisfaisant pour eux parce que le fait de chasser, c'est cool. C'est un truc qu'ils aiment bien faire. Et nous, en tant que spectateurs, grâce au montage, grâce aux enchaînements d'actions, grâce à plein de séquences comme ça, c'est agréable aussi. Et ça, c'est contrasté par des choses qui sont plus violentes par la suite dans le film, de la nature humaine qui évolue aussi. Et il y a les trucs très Sam Raimi sur les parties du corps, sur le sang. Évidemment, il y a ces gros plans sur les yeux, surtout que j'ai pas trouvé dans la bande-annonce, mais ils sont bien présents dans le film. Il y a des gros plans sur le nez, la bouche et tout, qui sont vraiment bien utilisés pour parler des névroses
des personnages, et limite j'aurais aimé qu'il fasse ça plus souvent, parce que je trouve qu'il est un peu timide à certains moments, mais on ressent quand même la patte de Sam Raimi vraiment quasiment tout le long. Puis il y a des trucs aussi à la Sam Raimi que je veux pas spoiler, mais il y a 2 jumpscares que j'ai trouvé vraiment bien, assez surprenants, et vraiment pour le coup très Sam Raimi-esque. Et en même temps, c'est un film d'horreur à des moments très précis. C'est pas toujours le cas, ça reste plus une sorte de thriller sur une île déserte, mais il y a des moments qui sont tellement jouissifs, je dirais ça pour le coup tout le long, mais des moments horrifiques qui reviennent et tu dis ah ça c'est le Sam Raimi Evil Dead que je connais, que j'aime bien, parce que sinon il mélange bien l'humour, l'horreur, le drame constamment, et tu vois que Sam Raimi il s'est éclaté à faire ce film. Alors les acteurs aussi, j'ai jamais vu Rachel McAdams comme ça, elle est à fond, elle est à la fois attachante, insupportable et terrifiante tout le film. Dylan O'Brien, énorme connard détestable, il joue super bien, les deux ils ont une super alchimie et tu sais jamais dans quelle direction ça va aller, est-ce que ça va être une romance, est-ce qu'ils vont s'entretuer, ils surprennent vraiment tout le temps et c'est genre 1h50 vraiment bien rythmé, ça ne s'arrête jamais, t'es sur l'île avec eux pour le meilleur et pour le pire, et c'est pas pour rien que j'ai dit ça comme ça, t'es intrigué par ce qui va se passer, c'est super bien géré. Franchement, en termes d'équilibre, Sam Raimi, il a fait un truc où vraiment l'humour fonctionne à merveille, l'horreur fonctionne très très bien, même s'il n'y a pas beaucoup de choses, il y a des jumpscares qui vont faire sursauter la salle, et en même temps, le drame de personnages, la relation, la critique de tout ce que j'ai évoqué, elle est super bien faite, quoi. Donc on est clairement sur le retour du roi, Sam Raimi, c'est un énorme kiff, jouissif, intelligent, bien mis en scène, avec plein d'idées constamment, tu t'ennuies pas une seule seconde, parce que le mec, il a des idées tout le temps, il se répète jamais, pourtant ça aurait pu être chiant, 1h50 sur une île, ça aurait pu être insupportable. Mais non, en fait, le mec est trop fort. Les scénaristes aussi, ils sont trop forts par rapport à ça. C'est une éclate totale de A à Z. Je préfère à Drag Me to Hell, que j'aime bien, mais il faudrait que je le revoie. Je n'étais pas le plus grand fan. En tout cas, ça, c'est vraiment méga kiffant. C'est le terme. C'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas un excellent film, mais c'est une série B vraiment cool à voir en salle, c'est généreux, ça vous prend pas pour un débile, c'est le genre de film qu'on aime bien voir en salle aussi, c'est violent, c'est brutal, c'est sérieux, ça parle de sujets intéressants je trouve aussi, donc foncez sans problème, c'est vraiment bien fait de tous les points de vue. À la fin, je sais même pas si c'est un film feel good ou un film mais abominable, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est ce contraste émotionnel entre les deux que j'ai adoré et que je vais évoquer maintenant en spoiler, mais foncez sur le film. Le début il est assez génial car Rachel McAdams est une super travailleuse, mais elle souffre du fait d'être une femme, ça c'est un truc qui revient souvent dans l'œuvre évidemment, de sa timidité au travail et son côté un petit peu, trop introverti, un peu maladroite, et ça matche pas avec le fait d'être un leader dans une boîte comme ça. Ils disent SP 500, donc les 5, ou Fortune 500, je sais plus ce qu'ils disent exactement, mais les 500 plus grosses boîtes américaines, et il faut quelqu'un un peu d'extraverti, un peu insupportable en réalité, c'est ça la vérité, et elle a les bonnes intentions, mais elle est comme inadaptée au monde du travail. Donc en fait, t'as envie qu'elle réussisse, t'as envie qu'elle gagne, t'as envie qu'elle soit récompensée, mais tu vois qu'elle matche pas du tout avec l'attitude qu'il faut pour gérer des investisseurs, pour gérer une boîte comme ça, quoi. Donc tu te sens un peu coupable pour elle parce que toi tu la vois pas non plus dans cette position parfaitement, mais en même temps c'est la meilleure, quoi. C'est une meuf qui est hyper talentueuse avec les chiffres, elle travaille super bien, mais elle a des lacunes de personnalité qui sont évidentes. Mais c'est pas sa faute, on l'explique après pourquoi elle est comme ça, mais elle est en mode autodéfense constamment, et c'est un peu le cliché de la travailleuse qui rêve d'aventure mais qui est coincée dans le monde du travail. Comme beaucoup de personnes, on rêve tous de vacances, d'aventure, mais on est coincé au bureau ou dans nos métiers de manière générale, et on le voit à la maison. Elle a une déco très naturelle, évidemment, avec les émissions qu'elle regarde, et surtout l'animal exotique, c'est pas pour rien d'avoir un perroquet comme ça à la maison qui est sa seule compagnie, et pour plusieurs raisons, forcément elle va rester dans ce boulot là, il y a le capitalisme évidemment, elle est coincée comme tout le monde dans des métiers comme ça, mais surtout la tâche qu'il avait à son ancien patron. Tu vois que l'ancien patron, elle aimait bien, l'ancien patron lui avait fait des promesses que le nouveau patron n'a pas respectées, et t'as aussi l'impression que l'ancien patron était peut-être le seul bonhomme dans sa vie, mais ça, il y a débat. Mais en tout cas, elle reste la femme, et c'est important de dire femme encore une fois, parce que c'est une grosse critique du patriarcat aussi, harcelée, moquée, jusqu'au crash d'avion, qui est encore une fois très satisfaisant, très fun à voir. Tous ces connards, symboles du patriarcat, se font tuer l'un après l'autre d'une manière vraiment cool et vraiment bien trouvée, et en plus de ça, ils sont égoïstes jusqu'au bout, quoi. Jusqu'à leur mort, ils ont envie de se débarrasser de cette femme et ils veulent pas partager, quoi. Ils auraient pu partager, ils auraient pu dire tiens, aide-moi, tiens-moi le plus possible. Non, ils veulent lui prendre sa chaise et des choses comme ça. Ils sont égoïstes jusqu'à la fin. Et c'est là que ça devient intéressant sur l'île. Le boss pense encore être le supérieur et donner des ordres. Ce qu'il fait pendant un moment, parce qu'elle est sympa. Elle voit qu'il est blessé.
elle voit qu'il est en état de choc, elle veut l'aider, elle est sympa, elle écoute pas trop ses remarques un peu d'ordre, ses remarques un peu méprisantes et tout. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'elle accepte un peu fondamentalement, justement car elle est sympa et car elle kiffe ce moment. Elle, dès le début, tu vois qu'elle est fan. Tu vois qu'elle est à fond, qu'elle adore, c'est son rêve. Elle veut même pas se faire remarquer. Elle veut pas écrire help, SOS, ce genre de choses. Non, elle est compétente, contrairement à ce patron-là, un peu comme The Triangle of Sadness. Vous savez où les riches ils sont nuls, mais la dame qui fait le ménage, elle est compétente sur cette île déserte. Elle, c'est un peu pareil. Elle est vraiment en mode, ok, c'est mon rêve, je me fais kiffer, je peux dominer la situation et on va rester là car c'est ce que j'aime dans la vie. Et c'est ça qui est fascinant dans le film, c'est voir comment et à quelle vitesse va se créer une relation amicale et comment l'oppression va changer de camp. Il y a une balance qui s'opère au début, genre c'est lui qui domine au bureau évidemment, et puis par la gentillesse sur l'île, le personnage de Rachel McAdams va commencer à l'accepter, cet homme. Alors oui, il va devoir faire des efforts et tout, mais ils deviennent à un moment amis. Tu vois, c'est équilibré, t'as plus l'impression qu'elle domine, tu vois, qu'ils font équipe et tu vois qu'il y a un truc qui se crée. Limite, tu penses à une romance quasiment tout long. Mais à la fin, elle va commencer à le dominer par nécessité. Et c'est ça qui est intéressant aussi. J'ai pas envie de revenir sur la critique du capitalisme parce que j'en ai beaucoup parlé, mais au fait, on voit littéralement ici deux personnages qui souffrent d'un système d'oppression qui s'inverse à un moment. Et ce qui est bien, c'est qu'on explique que lui a été élevé par sa mère, son père, qui est symbole de sympathie pour elle, hein, son père à ce mec-là, elle l'aimait bien en théorie, était au final un père absent qui s'est jamais occupé de son fils. Donc il y a un truc qui se brise aussi en elle, où elle comprend que le mec qu'elle peut-être appréciait est un connard comme tous les autres. En fait, il était marié au travail. Et je pense qu'ils disent la vérité. Hein. Je pense pas que c'est la manipulation parce qu'ils sont bourrés. Et je pense qu'ils se lâchent. Il y a ce truc un peu limite sentimental entre les deux où ils se disent quelque chose d'honnête. Il y a ce trauma dump. Et c'est ça que elle voit en lui. C'est un peu peut-être le père qui était sympa avec elle, mais en version plus jeune, plus beau et qui fait des efforts. Et c'est là qu'il comprend qu'en fait c'est un mec qui avait une enfance de merde et ça ne justifie pas tout, hein. Ils en parlent littéralement, mais elle s'identifie aussi à ce mec et c'est pour ça qu'elle s'attache à lui. Ils ont tous les deux fait des bêtises, ils ont tous les deux échoué d'une manière ou d'une autre dans des relations sentimentales, familiales. Elle s'y attache justement à ce trauma dump. Et de l'autre côté, elle était clairement habituée à se faire oppresser par son mari. Elle ressent la catharsis et la satisfaction uniquement lorsqu'elle se venge des hommes. Et c'est assez intéressant, mais jamais comme un homme. C'est-à-dire qu'elle refuse de MeToo le mec, et à un moment, il veut se donner sexuellement à elle, et elle refuse. Pourtant, elle le veut, tu le sens. Elle refuse de le castrer aussi, par exemple. Elle castre, enfin, elle tue un rat en tout cas, au lieu de lui faire du mal et de lui enlever son pénis, qui est symbole quand même du patriarcat. Et puis, elle a quand même une part en elle qui est purement sentimentale. Elle croit à l'amour. Pour elle, c'est son rêve, sa fantaisie. Une île déserte et un compagnon. Et tout était là pour elle, quoi. C'est ça qui est trop bien, et je trouve que compliqué émotionnellement en tant que spectateur, c'est qu'elle devient clairement un peu sa mère. Et ça, c'est difficile à accepter, parce qu'en même temps, il y a une différence d'âge qui est évidente. Il y a ce truc où elle veut ce mec-là, pourtant, c'est un peu sa maman. Il y a un truc très freudien dans ça. Mais elle croit à la relation. Tu vois que c'est sincère, c'est honnête, elle veut cet amour-là. Pourtant, c'est la chef. Maintenant que c'est elle qui domine, c'est malsain de vouloir coucher en étant dominant avec quelqu'un de ton travail, entre guillemets, parce que ça reste une relation de patron-employé qui s'est juste inversée. Donc elle devient un peu ce qu'elle critiquait aussi dans le système d'employé, patron et de patriarcat qui s'est inversé, parce que maintenant, du coup, c'est elle qui est une femme qui fait la même chose, quoi. Donc c'est le pouvoir qui lui monte un petit peu à la tête, et Sam Raimi, il joue sur ça, parce qu'il y a plein de moments où tu sais pas si elle va le castrer, tu sais pas s'ils vont coucher ensemble dans la grotte. Il y a un moment où elle montre son décolleté parce qu'elle a envie d'attirer cet homme-là et elle se fait empoisonner. Voilà, elle y croit, mais en même temps, elle profite de son pouvoir. C'est tout un truc, un cycle que je trouve assez fort dans l'œuvre. Et de l'autre côté, ce qui est respectable par rapport à lui, c'est que oui, c'est un énorme connard, mais il reste solide sur ses appuis par rapport à ses idées de vouloir s'en aller. Lui veut partir. Certes, il ment, certes, il manipule, certes, il empoisonne, mais il reste, t'as l'impression, plus ou moins fidèle à sa fiancée, qui se fait peut-être elle aussi opprimée d'ailleurs, parce que tu vois qu'il domine peut-être aussi sa fiancée. Et il y a ce truc vraiment mère, fils, freudien, dominant, dominé, sentimental, et il veut clairement s'extirper de ça, mais en même temps, c'est ce que lui, il infligeait à son employé, et elle voulait aussi s'extirper de ça. Donc c'est tout un parallèle qui s'oppose et un cycle qui se fait que je trouve vraiment bien pour le coup, et tu sais jamais ce qu'ils vont faire, quoi. C'est ça qui est vraiment trop bien. Est-ce que l'équilibre il sera purement amical, sexuel, violent? Bon, ça finit avec de la violence évidemment, mais il y a un truc,
et t'as limite envie d'y croire en tant que spectateur, c'est ça que j'aime bien. Et c'est ça qui est fort, c'est qu'elle fait tout pour rester sur l'île, avec des plans comme ça que je trouve géniaux, le contraste et tout, il y a un vrai travail de mise en scène, et il y a sur les rêves que Sam Raimi fait très très bien. Elle a séquestré ce mec et a voulu l'aimer pour toujours, émotionnellement et sexuellement. Mais c'est quand même anormal, quoi. Il y a ce truc très misery où elle devient, non pas fan de lui, hein, mais elle est vraiment représentative des conséquences du système en place qui a détruit un peu sa morale. Alors attention, parce qu'elle se sent coupable à un moment. Quand elle tue la fiancée et le guide, elle se sent coupable et ça revient là où le mec, lui, se sentait jamais coupable au final. Mais c'est ça qui est bien, c'est l'équilibre. À la fois, elle te saoule, à la fois, tu veux son bien, à la fois, tu sens qu'elle est victime d'un système qui lui a fait du mal toute sa vie. Du coup, tu veux qu'elle se venge, qu'elle ait une vraie catharsis par rapport à ces hommes-là. Et en même temps, bah, c'est ton protagoniste, elle est un peu l'antagoniste aussi. Il y a un truc un peu anti-héros, elle souffre réellement, mais tu sais que c'est une bonne personne au fond. Et lui, bon, énorme connard, hein, on est d'accord, mais est-ce qu'il mérite de se faire torturer? Est-ce qu'il mérite de rester éternellement sur cette île? Est-ce qu'il mérite de voir sa fiancée tuée? Bon, il l'a pas vu, mais en tout cas, elle est morte. Est-ce qu'il mérite tout ça? La vérité, c'est que non plus. Il mérite pas tout ça. Oui, c'est un connard aussi à cause de sa famille, du système. C'est un énorme fils de pute, il n'y a aucun doute sur ça. Hein. Mais il mérite pas tout ce qui va potentiellement se passer. Il mérite pas d'être séquestré ici. Donc c'est ça qui est intéressant moralement. Et sa femme, oui, ne méritait pas de mourir non plus. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal, elle? Et j'aime bien parce qu'elle symbole avec évidemment le côté zombie, très Sam Raimi encore une fois, le jumpscare dans le rêve qui est génial. Surtout qu'après, Rachel McAdams, lorsqu'elle est dans la boue, elle ressemble au zombie qui nous a jumpscare juste avant. Il y a un truc sur le rêve qui est évident, qui est encore une fois satisfaisant. Et elle hante le film, cette femme, avec la bague, symbole de l'argent, symbole de l'union, mais aussi symbole un peu de l'oppression, parce que tu vois qu'en fait, c'est une manière de contrôler cette femme-là de la part du mec aussi, quoi. Et elle vient l'aider, des choses comme ça. Donc j'aime bien, c'est un mélange parfait entre amour, capitalisme, et c'est vraiment cool. Et le duel final, mais quel plaisir, quoi. Déjà, encore une fois, le côté zombie, où il y a une pure violence, il y a un œil qui sort presque, elle se fait scalper, lui poignarder, c'est dans la boue. C'est génial, quoi. C'est vraiment le climax émotionnel d'action où tout est balancé comme ça pour faire kiffer, évidemment, les spectateurs, mais aussi il y a cette catharsis des deux où enfin ils se rentrent dedans, quoi. Certes, ils couchent pas ensemble, mais ils se rentrent dedans d'une manière complètement différente. Il y a une pénétration, bah, du couteau, c'est symbole, encore une fois. En général, dans le patriarcat, c'est les femmes qui se font pénétrer. Là, c'est elle qui va le poignarder. Donc il y a pas mal de choses comme ça qui sont vraiment bien. Ça fait penser à la séquence avec le sanglier où là, elle est trop heureuse, quoi. Avoir tué ce sanglier-là, elle se sent libérée enfin. Elle peut tuer un être humain et tu la sens capable de tuer plein d'autres personnes. Tout le long, elle tue un mâle, il y a un truc, tu vois, elle est vraiment libre. Et ça, c'est vraiment bien et ça te prépare vraiment à la suite parce que le mec aurait jamais pu tuer un sanglier. Par contre, elle, du coup, peut le faire et peut tuer cet homme-là. Donc, il y a plein de fusils de Chekhov comme ça tout le long qui sont bien, dont le fameux club de golf qui est génial, parce que le club de golf, c'est le symbole un peu des connards de riches qui font du golf. C'est un truc de businessmen, un petit peu de grosses entreprises. Et bah, le mec meurt comme ça, quoi. C'est ça qui est bien. Il y a un montage satisfaisant, une transition à la fin qui est vraiment bien. Mais en même temps, c'est un peu triste parce qu'elle rentre dans ce système, quoi. Elle s'est fait avoir. On apprend même qu'elle était dans la maison, qu'elle mangeait des fruits. C'est là qu'elle a chopé le couteau. Donc, en fait, elle était faussement en mode survivante sur l'île parce qu'elle allait de temps en temps à la maison pour le confort de la maison, quoi. Donc en même temps, elle mentait. C'est ça la critique, c'est qu'elle a passé beaucoup de temps à la maison parce qu'elle connaît toute la maison par cœur, le système de caméra, d'haut-parleur, il y avait des fruits, des choses comme ça. Elle ment, quoi. Elle kiffe pas tant être en mode survivante tout le temps, elle kiffe être survivante de temps en temps, quoi. Parce que sinon, il y a la maison de luxe à côté, de riches, et elle se fait avoir, quoi. Elle se fait corrompre par le pouvoir, par le système, et son rêve, c'est pas l'île, au final. C'est être riche, quoi. C'est vendre des bouquins, c'est d'avoir tué ce mec et des choses comme ça. Mais en même temps, bah, c'est un peu satisfaisant. Parce que c'est pas qu'elle mérite tout ça, mais elle mérite un peu d'avoir du succès aussi, quoi. C'est une bonne personne, au fond, qui a commencé à faire des choses horribles. Donc, il y a tout ce truc où tu dis, bah, en fait, est-ce que je suis censé être de son côté ou pas? Et c'est ça que j'aime bien. C'est que moralement, c'est un peu ambigu. Et en plus de ça, elle est rentrée dans le système, elle fait les mêmes choses horribles que les autres dans le système. C'est trop bien. Ça, j'ai beaucoup aimé, j'ai kiffé cet apport-là. Donc oui, Sunhelp, c'était extrêmement satisfaisant. Il y a sûrement encore plein de choses à décortiquer, à analyser sur le film, mais je pense m'arrêter là pour le coup. Donc c'était un énorme kiff. J'ai adoré. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Avez-vous passé un bon moment devant? Dites-moi ça dans les commentaires. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le compteur épinglé, afin de débloquer toutes les formes de streaming en toute accessibilité, sécurité, avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux car maintenant les vidéos sont disponibles en podcast aussi. Mais je partage aussi du contenu sur Instagram, TikTok et Twitch. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.